Bonjour à tous. Euh, Clarisse m'a déjà présenté, donc j'ai fini ma thèse il y a peu. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'extraction d'informations dans des documents manuscrits. Globalement, je vais vous parler des différents travaux que j'ai faits durant ma thèse. Euh, Comme nous avons pas mal de temps, je vais vous parler des différentes pour que vous puissiez voir l'évolution des méthodes utilisées ces 3 dernières années. Tout d'abord, quelques mots concernant le stockage de l'information. Euh, donc, euh, le stockage de l'information a toujours existé. Donc là, par exemple, on a un exemple de document écrit qui servait à transmettre de l'information, mais même avant l'invention de l'écriture, on avait déjà une transmission orale de la connaissance. Donc, un document qui permet de stocker de l'information a toujours été utilisé par l'humanité. Donc, on avait d'abord des tablettes en terre cuite qui servaient pour noter des échanges commerciaux. On a eu ensuite d'autres usages, comme religieux, à travers notamment la Bible. Et par la suite, on a eu une révolution, puisqu'auparavant, les documents étaient assez longs à recopier, et donc la transmission du savoir, elle était limitée par la duplication des documents et par leur transmission. Et avec l'invention de l'imprimerie, on a trouvé un moyen de reproduire rapidement et facilement les documents, ce qui a mené à différents courants, comme notamment la Renaissance. Et plus récemment, une autre révolution a été la numérisation des documents. Donc le fait de pouvoir travailler sur des documents nativement numériques, comme des PDF ou des factures. Et donc ce qu'on a voulu naturellement faire, c'était que les documents anciens qui n'étaient donc pas numériques, on a souhaité les numériser pour avoir un équivalent. Et donc, ce qui a beaucoup été fait, ça a été de scanner les documents. Sauf que scanner un document, on passe du document à une image du document, mais ce n'est pas une représentation qui est optimale, parce que par exemple, si on a l'image d'un acte de mariage, ce qui nous intéresse, ce ne sont pas l'image au pixel près de l'acte de mariage, mais bien l'information qu'il y a à l'intérieur. Donc, une première intuition pour avoir vraiment quelque chose d'exploitable, plus exploitable en tout cas que le scan d'un document, c'est de faire la reconnaissance d'écriture. Donc, c'est le fait de passer de l'image d'un document, comme ce qu'on a en haut de cette slide, et d'obtenir un texte transcrit, un texte numérique, comme on pourrait l'avoir par exemple dans Word. Donc, c'est la première intuition. Et donc, cette tâche, la reconnaissance d'écriture manuscrite, elle comporte un certain nombre de difficultés que n'a pas, par exemple, la reconnaissance de texte imprimé. Déjà, l'écriture manuscrite comporte une grande diversité en termes de style d'écriture. Chaque personne va avoir sa propre écriture. Et donc, il va falloir développer des méthodes qui s'adaptent à tous ces styles d'écriture-là. On a également au sein des documents une diversité de mise en page. On a par exemple à gauche un courrier manuscrit, au centre on a un tableau de recensement et à droite on a un acte de mariage. Chaque type de document va avoir sa propre structure et la structure va avoir une sémantique différente en fonction du document. Et on a également une diversité de langues et d'époques. Moi j'ai notamment travaillé sur des documents manuscrits dont certains étaient historiques. Et donc en fonction de l'époque du document, on va avoir une langue qui est différente. Et même si on a par exemple de documents en français, si on a du français moderne et du français d'il y a 200 ou 300 ans, ça ne va pas être la même langue. Et donc ça a une importance parce que lorsqu'on fait de la reconnaissance d'écriture, la connaissance de la langue permet de lever certaines ambiguïtés. Si par exemple on a un dictionnaire de mots et qu'on a quelque chose qui n'est pas un mot existant, on va être capable de dire qu'il y a une erreur et potentiellement de proposer une correction. Cependant, là, je vous ai parlé de reconnaissance d'écriture. Sauf que, par exemple, si l'on conserve cet exemple de l'acte de mariage, ça n'intéresse pas forcément, par exemple, un historien d'avoir 100 000 transcriptions d'actes de mariage, puisqu'en fait, ce sera inutilisable par un humain. Ce qui va intéresser vraiment l'historien au sein de l'acte de mariage, ce sont les informations clés qu'il y a à l'intérieur, qu'on appelle des entités nommées. Et donc, ça va être, par exemple, ça va être le prénom du mari, le nom de l'épouse, son métier, euh, etc. Donc, on a une succession d'informations au sein d'un acte de mariage qui fait qu'au total, un acte de mariage peut être très riche en informations. Et donc, c'est ces informations-là qu'on cherche à extraire et pas l'entièreté de la transcription. Donc, cette tâche-là, on appelle ça l'extraction d'informations. Et donc, c'est notamment là-dessus que moi, j'ai travaillé durant ces 3 ans. Donc, j'ai évolué dans ma thèse au sein de 2 projets de grande ampleur. Donc, d'une part, le projet POP qui a porté sur la construction d'une base de données à partir de tableaux de recensement. On a un exemple à droite, on a un scan de documents avec 2 tableaux de recensement sur une même double page. Et donc, on va en chercher à en extraire la structure du tableau et le contenu du tableau pour obtenir une information qui est structurée. Donc, par exemple, là, je vous l'ai représenté sous forme d'un tableur, mais ce qui va être, par exemple, utilisé par des historiens ou historiennes, ça va être plutôt une base de données. Et donc, pour avoir cette base de données, il est nécessaire d'extraire la structure et le contenu.
Autre projet, cette fois des actes de mariage. Là, c'est plus difficile parce qu'on n'est plus sur un document type tableau avec une structure, on est sur du texte libre. Comme je l'ai dit, il est important d'extraire les informations clés à partir du texte entier reconnu. Là, on est sur le même objectif, toujours, c'est avoir une information structurée, représentable sous la forme d'une masse de données. Ce que je n'ai pas précisé, on était sur l'entre-deux pour les tableaux de recensement. Là, on est sur fin 19e jusqu'à l'avant-seconde guerre mondiale. Donc, on est sur du français relativement moderne, avec tout de même une différence par rapport au français qu'on utilise aujourd'hui. Donc, tout de même une difficulté. Petit historique sur comment est-ce que l'on faisait il n'y a pas si longtemps que ça pour extraire de l'information. Puisque là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment une chaîne de traitement complète et pas les étapes prises indépendamment. Donc auparavant, on avait trois grandes étapes. On avait le fait de comprendre la mise en page et la détection des lignes. Donc ça, il s'agissait de passer du scan d'une double page, donc tel qu'on l'a ici, ici c'est un acte de mariage. On va chercher à extraire des lignes des documents. Une fois qu'on a les images des lignes de documents, on va chercher à en extraire le contenu, donc le texte. Et enfin, on va chercher à extraire les informations clés contenues dans chaque ligne de texte. Donc, cette chaîne de traitement, elle comporte un certain nombre d'inconvénients. Donc, d'une part, vu qu'on a plusieurs étapes, on a plusieurs modèles d'intelligence artificielle, et donc chaque modèle va nécessiter ses propres données, et donc ce qui prend du temps et de l'argent, puisqu'il faut mobiliser des gens pour faire ces annotations-là. On a également une multiplication des processus d'entraînement, puisqu'une IA doit être spécialisée sur les données que vous utilisez, et donc s'il y a trois IA, il va falloir spécialiser, enfin, il va falloir entraîner chaque IA indépendamment, optimiser les paramètres de chaque IA, etc. On a également une multiplication des fichiers intermédiaires. Si par exemple on va découper une double page en deux pages simples, eh ben, on va avoir en entrée une image de page double et en sortie deux images de page simples. Ce qui fait qu'à la fin, on aura doublé le stockage nécessaire pour l'entièreté du corpus, ce qui peut poser problème pour des grands corpus tels que ceux sur lesquels j'ai travaillé. On peut avoir des centaines de milliers d'images. Et enfin, un des derniers inconvénients, c'est ce qu'on appelle l'accumulation d'erreurs, c'est-à-dire que si par exemple on cherche à découper les lignes dans un texte, dans une image et qu'on découpe mal la ligne, par exemple si on découpe que la première moitié haute du texte, eh ben, on va avoir beaucoup de mal derrière à reconnaître le texte si on n'a que la moitié haute des lettres. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'accumulation d'erreurs. Les erreurs à une première étape vont influencer les étapes suivantes, etc. Et on peut avoir des erreurs en cascade qui peuvent considérablement perturber les performances globales. Donc, moi, ce que j'ai cherché à faire, c'est à unifier tout ça parce que là, je vous ai dit tout à l'heure que l'image d'un document, c'était une représentation du document qui n'était pas optimale parce que ce n'est pas les pixels qui nous intéressaient. Et donc là, ce qu'on fait avec ces trois étapes-là, c'est qu'on a trois étapes intermédiaires. Donc, on a trois représentations de l'information. On a la représentation double page, la représentation image de ligne, la représentation du texte et enfin la représentation structurée. Et finalement, si on cherche à avoir une base de données, on n'est pas forcément intéressé par toutes ces représentations intermédiaires. Et donc, c'était à ça qu'avait cherché à répondre ma thèse, c'était est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une solution qui passe de la représentation d'entrée, donc le scan de l'image, de la double page, à la représentation finale, donc directement à la représentation souhaitée, c'est-à-dire une information structurée. Et donc, ce qu'on souhaitait faire, c'était faire toutes ces étapes en un, mais il fallait également que l'on puisse traiter de grands corpus, puisque j'ai évolué dans des vrais projets, pas juste sur de l'académique. Et en plus, il fallait avoir peu de données à noter, puisque c'est toujours très coûteux d'annoter des données. Donc, il fallait être plutôt parcimonieux dans le besoin en données. Donc là, ce dont je vais vous parler, c'est les différents travaux de ma thèse. On va revenir un peu quelques années en arrière pour voir comment est-ce qu'on faisait il y a de cela 3 ans et comment moi j'ai proposé des meilleures méthodes pour faire cela qui soient avec moins d'étapes, plus directes. Donc tout d'abord, on va parler d'une chaîne de traitement classique pour les tableaux manuscrits, une méthode qui fasse du tout en un pour les actes de mariage manuscrits, et enfin une méthode qui fasse du tout en un, mais avec une compréhension encore qui soit générique des documents et pas spécialisée sur un type de document donné. Donc d'abord, parlons un peu des documents tabulaires. Donc, pour vous donner une idée, la difficulté de la tâche, c'est qu'on était sur un vrai corpus, donc on était sur 3 recensements différents. Chaque recensement, c'était 100 000 pages, 3 millions d'individus, répartis sur 80 quartiers, et on estime, en termes de nombre de styles d'écriture, au minimum d'un par quartier, donc 80, et on peut imaginer aller jusqu'à 500. Donc on est sur une grosse difficulté. C'est donc tout l'intérêt des travaux que j'ai menés, c'est qu'on cherchait à s'abstraire résultats d'articles de recherche qui se concentrent que sur peu de données avec une seule étape, etc. Et d'aller vraiment sur quelque chose d'applicable à la réalité sur des vrais corpus de grande ampleur.
Donc, pour vous détailler un peu ce qu'on cherchait à extraire dans les tableaux, en fait, ce sont des tableaux où chaque ligne est égale à un individu. Et pour chaque individu, on a des informations comme le nom, le prénom, le lieu et la date de naissance, etc. Et donc, on va chercher à retrouver cette information. Donc, on va chercher à extraire le contenu, mais à retrouver à quelle colonne appartient chaque mot pour pouvoir déduire que c'est l'année de naissance, etc. Donc, comme je le disais, au moment de ces travaux, on n'était plus sur des approches traditionnelles. C'était en 2021, 2020, 2021. Donc, on a une première étape. On découpe la double page en page simple. On la redresse éventuellement. On découpe la page en une multitude de lignes. Sur chaque ligne, on va chercher à en extraire le contenu. Nous, ce qu'on a fait, je vais y revenir un peu après, c'est qu'on a extrait le contenu de chaque ligne de tableau, mais qui restait à reconnaître la structure en colonne. Sinon, on a simplement une ligne de texte sans sémantique. Et pour ça, nous, on a fait du 2 en 1. On a fait reconnaissance d'écriture et reconnaissance de la structure des colonnes avec une seule étape. Et enfin, puisqu'on est sur un projet réel, eh ben, on va chercher à structurer cette information sous forme d'une base de données pour avoir quelque chose d'exploitable. Donc, par exemple, on va chercher à normaliser les différentes entités. Si, par exemple, on a le métier ouvrier lingère, eh ben, on veut qu'il soit écrit d'une seule façon afin que dans la base de données, on puisse regrouper, par exemple, toutes les ouvrières lingères, par exemple. Donc ça, c'est un travail qui n'est pas forcément du machine learning, mais qui n'est pas à négliger lorsqu'on est sur un vrai projet, puisque derrière, c'est aussi important que le reste si on veut avoir quelque chose d'exploitable. Donc, si l'on zoome un peu sur la partie reconnaissance de la mise en page, ce qu'on a utilisé, donc je ne vais pas entrer dans les détails, mais à cette époque, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait un modèle d'IA spécialisé pour la mise en page. On lui donnait en entrée, par exemple, un scan de double page, et lui il prédisait ce qu'on appelle une carte de pixels. Donc là, on a mis un exemple d'une carte de pixels pour reconnaître les tableaux dans l'image. On a en noir l'arrière-plan et en blanc les deux tableaux. Et en fait, le modèle, il a appris à prendre cette image et à produire ce masque. Donc ça, c'est un exemple. Et à partir de ce masque-là, on est capable de retrouver les images des tableaux bien découpées, comme on aurait pu le faire avec Photoshop, par exemple. Donc ça, c'est pour les tableaux, mais on est sur des méthodes assez génériques. En fonction de ce qu'on donne à l'IA, on va pouvoir lui faire un peu tout ce qu'on veut. Là, on lui a dit détecte les tableaux dans l'image, mais on peut lui dire à partir de l'image du tableau qu'on a obtenu, obtient les différentes lignes dans le tableau. Là, on voit des lignes blanches qui représentent les lignes tracées du tableau. Et si on a ces lignes blanches, on va être capable ensuite de retrouver les images du tableau, puisque là, en l'occurrence, on sait que les tableaux font à peu près la même taille et que donc on connaît la hauteur des lignes. Donc ça, à l'époque, c'était assez coûteux tout de même en annotation, puisqu'on est sur une annotation à l'échelle des pixels. Donc ça prend un peu de temps à annoter. Donc c'était une des difficultés à surmonter. Et là, comme je vous l'ai dit, on a, étape suivante, fait de la reconnaissance d'écriture. Pourquoi on a cherché à faire ça? Alors, tout simplement parce que... alors, attendez, hop, pardon. Hop, tout simplement parce que là, si on regarde à droite, on voit que certaines colonnes ne sont pas respectées. C'est-à-dire que là, on a la colonne lieu de naissance et nationalité. Et souvent, par manque de place, les recenseurs ont noté, par exemple, le pays Pologne à cheval sur les deux colonnes. Donc, si on avait appris à découper les colonnes telles qu'elles sont tracées dans le tableau, ça aurait été compliqué parce qu'on a eu Paul d'un côté et Homme de l'autre. Donc, c'est pas ça qu'on veut. Et donc, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait une reconnaissance logique des colonnes, c'est-à-dire reconnaître qu'il s'agit d'un pays, donc de Pologne, et donc de dire, là, j'ai détecté le mot Pologne, donc je sais que c'est le lieu de naissance, et j'ai pas besoin qu'il soit parfaitement aligné avec le tableau. Et comment on a fait ça? Eh ben, c'est pour cela qu'on a fait reconnaissance d'écriture et des colonnes. On a utilisé un symbole spécial qu'on a noté slash, mais ça pourrait être n'importe quel autre symbole. Et donc, on a donné ce que j'ai mis en bas de la slide au modèle, c'est-à-dire on lui a donné le contenu textuel avec chaque colonne qui est séparée par des slash. Et donc là, si on regarde par exemple Cuba qui est à cheval sur deux colonnes, on voit que Cuba, il est bien encadré par deux slash et qu'il n'est pas coupé en plein milieu. Et donc le modèle, il va apprendre à dire que Cuba, c'est dans la colonne des lieux de naissance, et ensuite il va être capable de prédire que la colonne nationalité, elle est vide. Donc, alors, si vous faites des humanités numériques, vous savez déjà ce que c'est que entraînement, validation et test. Mais donc, le message le plus important, c'est surtout qu'il faut annoter des données, ça on ne peut pas y échapper. Là, en l'occurrence, on a annoté environ 5000 lignes de tableau, ce qui représente environ 128 pages. Là, j'ai noté donc au total 160 pages. Donc, ce qui prend un peu de temps, mais ce qui est indispensable pour avoir des bonnes performances. Mais ce n'est pas suffisant. En fait, il a fallu utiliser d'autres astuces pour que ça fonctionne bien. Alors oui, petit aparté, donc pour la notation, on a utilisé un outil qu'on a développé en interne et qu'on aimerait mettre à disposition de la communauté dès qu'on aura regroupé un développeur web pour s'occuper des dernières étapes. C'est une plateforme qui est spécialisée pour la notation des documents, ce qui permet un usage un peu plus confortable que de faire ça dans un fichier texte, par exemple, où on a
les lignes de texte qui sont clairement apparentes dans l'image à droite, et on a à gauche la transcription. Donc, là, je vous ai présenté différentes étapes, et le message à retenir de tout ça, c'est que, comme je l'ai dit, les méthodes intermédiaires, ça nécessite beaucoup de données, puisque chaque étape a besoin de différentes données. Donc, je ne vais pas tout vous détailler aujourd'hui pour pas trop euh, vous, vous inonder de détails techniques, mais je vais juste m'attarder sur comment on a fait pour la reconnaissance d'écriture, qui est un peu le nerf de la guerre. Comme je vous ai dit, on n'a utilisé que 5000 lignes de documents, ce qui n'est pas énorme parce que, euh, en fin de compte, là, je vous ai dit tout à l'heure que la différence de nos travaux, c'est nous, on travaille sur quelque chose, une application réelle, là où l'article, en général, se concentre sur une étape. Et souvent, les articles sont sur une étape, donc la reconnaissance d'écriture. Ils vont s'évaluer sur des jeux de données de référence qui, bien souvent, ont été construits artificiellement pour reconnaître l'écriture. Donc, bien souvent, les gens ont fait attention à bien écrire, des choses comme ça. Nous, on travaille sur des données réelles de personnes qui ont écrit des documents il y a 100 ans, qui n'avaient pas forcément en tête que ça allait être lu automatiquement 100 ans plus tard. Donc, ils n'ont pas cherché à écrire forcément bien, ni forcément à bien respecter les règles de notation. Ce qui fait qu'on a besoin de plus de données, mais on souhaite garder un nombre d'annotations manuelles limité, donc on utilise ce qu'on appelle de l'apprentissage auto-supervisé. Donc, en résumé, enfin, de manière vulgarisée, c'est on a annoté des données, on entraîne une IA de manière classique à reconnaître l'écriture, par exemple, et ensuite, cette donnée, on va lui faire des prédictions sur des données non annotées. Donc, par exemple, moi, j'avais 5000 lignes de recensement, bah, j'ai fait faire des prédictions sur d'autres quartiers, d'autres recensements. Et donc, ces prédictions, elles ne sont pas parfaites, puisqu'on n'a jamais des prédictions qui sont parfaites. Cependant, comme elles sont faites de manière automatique, on peut en avoir un très grand nombre. Donc, si on veut, là, par exemple, sur les recensements, j'ai 12 millions de lignes, bah, par exemple, je peux générer 1 million, 2 millions de prédictions qui auront des erreurs. C'est pour ça qu'on appelle ça des labels bruités. Mais ce n'est pas très grave parce qu'on en a beaucoup. Et ce qu'on va faire ensuite avec toutes ces données bruitées, c'est qu'on va réapprendre un nouveau modèle sur ces données bruitées et donc, vous allez me dire, oui, d'accord, mais comment ça se fait que ça va améliorer les performances? Parce que si on apprend des choses qui ont été prédites par le modèle, c'est le serpent qui se mord la queue, donc au final, ça ne va pas donner grand-chose. Eh bien, ce qui fait la différence, c'est que on a donc le professeur, donc c'est le modèle qui a appris initialement, qui va faire ses prédictions, et on va chercher à reproduire ces prédictions par le modèle étudiant. Et pourquoi le modèle étudiant va être meilleur que le professeur? Parce que sa tâche, elle sera plus difficile. Et pourquoi sa tâche sera plus difficile? Parce qu'on aura bruité l'étudiant. C'est pour ça qu'on appelle ça du noisy student. Eh bien, on va le bruiter de deux manières. Donc, on est sur des réseaux de neurones, donc plein de petits nœuds de calcul. Ah, j'ai vu un pouce. Est-ce qu'il y a une question? Ou est-ce que c'est juste une erreur? Non, non, Non? c'était Ok. une erreur. Bon. N'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des questions. En tout cas, je ne l'ai pas précisé, mais vous n'avez pas forcément besoin d'attendre la fin. Donc, je disais, en fait, ce qui fait que l'étudiant, il a une tâche plus difficile que le professeur, c'est qu'on a du bruit dans l'architecture. On va mettre à zéro certains paramètres, ce qui fait que c'est plus difficile d'avoir la même prédiction s'il peut utiliser que certains paramètres. Et on va utiliser ce qu'on appelle de l'augmentation de données. Globalement, ça va être modifier le contraste de l'image, modifier la luminosité, faire des rotations, etc. Et donc ça rend la tâche plus difficile. Et donc, avec ces deux difficultés supplémentaires, si le modèle arrive à faire aussi bien que le professeur, c'est qu'il est meilleur. Et donc, si dans un second temps, on lui fait faire lui-même ses prédictions sur d'autres données, qui cette fois ne seront pas bruitées, eh bien les prédictions seront, on l'espère, meilleures. Et donc c'est ce que j'ai fait pour le recensement. Et j'insiste sur cette méthode-là parce que ça a vraiment été indispensable pour avoir vraiment quelque chose d'exploitable sous forme d'une base de données. C'est-à-dire que, alors je ne sais pas si vous êtes familier avec les métriques qu'on utilise, mais on a le taux d'erreur de caractère, c'est la proportion de caractères faux. Avec nos 5000 lignes, on avait quand même 7% de taux d'erreur, ce qui est convenable, mais il y en a quand même, enfin, il y a quand même un peu trop d'erreurs pour avoir vraiment quelque chose d'exploitable. Et en itérant, comme je vous l'ai présenté juste avant, on est descendu à 4,5% de CER, donc de taux d'erreur de caractère, ce qui peut encore être amélioré, mais ce qui est déjà nettement plus satisfaisant. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a obtenu ces performances sans annoter de données supplémentaires. Et c'est ça qui est très intéressant. Et donc ça a été développé, ça a été utilisé il y a 3 ans, mais ça peut toujours être utilisé sur n'importe quel autre modèle. Finalement, le concept est assez simple. C'est prédiction sur des données non notées, réapprendre dessus avec du bruit, ça c'est agnostique à la méthode qu'on a utilisée. Donc finalement, c'est vraiment quelque chose à garder en tête lorsqu'on travaille sur des grands corpus. Évidemment, ça ne fonctionne que quand on a des grands corpus. Parce que comme je l'ai dit, on a des données qui sont bruitées, et ce qui fait que c'est quand même bénéfique, c'est qu'on a un très grand volume. Donc ça fonctionne typiquement pour le genre de projet dans lequel j'ai travaillé sur des grands corpus, des archives, etc. Alors, donc, ça, c'était en ce qui concerne Là, je vous ai remis cette slide pour vous rappeler les différentes informations qu'on a extraites du tableau. Sauf que les chercheurs en sciences humaines qui ont travaillé sur la base de données,
ils ne voulaient pas forcément se contenter de ce qu'il y avait dans le tableau. Donc c'est pour ça qu'ils ont ajouté des nouveaux, ont fait une typologie des ménages, c'est-à-dire que certains chercheurs cherchaient à travailler sur la structure des ménages. Donc on a fait différentes classes de ménages, par exemple couple avec enfants, célibataire, veuve, etc. Et également une typologie des professions pour les chercheurs qui cherchaient à se concentrer sur cette information. Donc ça, tout ça pour vous dire que il y a l'étape de connaissance et après, pour les chercheurs, il y a d'autres étapes qui viennent après, comme le fait de rajouter des variables, mais également de faire des corrections. Parce qu'il n'y a pas de reconnaissance qui soit parfaite. Et lorsqu'on est exigeant sur les résultats, il va falloir, par exemple, pas faire des corrections à la main parce que ce serait trop long, mais parcourir les erreurs pour essayer de voir s'il n'y a pas des motifs récurrents pour faire des corrections automatiques, ce genre de choses. Donc ça, c'est une étape qui est à garder en tête également lorsqu'on fait un vrai projet applicatif, c'est qu'il y a la partie IA, puis il y a la partie peut-être quelques exemples simplement pour illustrer ce qui en a été fait, enfin, ce qui est en train d'être fait comme travail de recherche par les chercheurs en sciences humaines et sociales. C'est par exemple donc, la structure des populations, la structure des ménages. On a différents recensements, on a 1926, 1931, 1936. Donc on pourrait par exemple se demander, est-ce que les ménages ils se sont déplacés entre 1926 et 1936? Est-ce que, à quel âge les enfants ont quitté le foyer familial? Enfin, plein de questions différentes. Donc il y a énormément de choses possibles à faire sur ce corpus. Donc voilà pour la première partie, donc, qui était la méthode la plus ancienne. Donc on était sur une chaîne de traitement en plusieurs étapes, mais qui néanmoins a pu être appliquée sur 300 000 tableaux manuscrits, donc environ 9 millions d'individus quand tout de même. Euh, donc on a annoté des données, donc 5000 lignes pour ce projet. On les met à disposition de la communauté. Donc là, je vous enverrai probablement les liens après la présentation, mais là, si vous voulez, il y a le QR code pour les récupérer, ce qui peut permettre d'être un premier point de départ si vous cherchez à utiliser de l'IA pour des documents. La base de données, donc ça c'est un projet donc, qui touche à sa fin, puisque là, l'étape côté sciences humaines et sociales, elle est bientôt terminée, puisque la base de données complète et corrigée sera bientôt mise à disposition. Alors, je n'ai pas de date exacte à vous donner, mais peut-être d'ici la fin de cette année, par exemple, à peu près, globalement. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que c'était un projet de cette ampleur, puisqu'encore une fois, beaucoup de recherches des étapes qui avec succès une grande collection. Et donc, on a obtenu une base de données qui soit exploitable, grâce à des corrections également, mais qui soit exploitable pour les chercheurs en sciences humaines et sociales. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour le moment sur cette première partie ou c'est bon? Non, pas de questions. Non, ça a l'air OK. OK. Alors, donc, on va passer à un second projet, un second corpus, et à une méthode un peu plus récente. Donc là, on est sur d'autres types de documents, on est sur des actes de mariage. Et donc, on a ici une difficulté supplémentaire, puisqu'auparavant, on était sur des tableaux. Un tableau, si on déduit les colonnes, eh bien, on déduit la nature de l'information. On sait que, voilà, on a prénom, nom, etc. Et surtout, ce qui est intéressant avec un tableau, c'est comme si on n'avait que des informations clés. En fait, on n'a pas de mots de liaison, ni... En fait, on a juste ce qui est le plus important. Là, la différence avec un acte de mariage, c'est qu'on va chercher à extraire la structure de l'acte, le texte des différents blocs de texte, et qu'on va ensuite déduire la nature des informations. Donc, comme je l'ai dit, les approches en plusieurs étapes ont plein de problèmes, et c'est pour ça qu'on a cherché à surmonter ça. Donc, lorsqu'on a commencé les recherches, il y avait déjà des premiers efforts pour réduire le nombre d'étapes. Donc là, au total, j'ai listé 3 étapes. On a des premières méthodes qui cherchaient à fusionner les premières étapes, c'est-à-dire reconnaissance de la mise en page et reconnaissance du texte. Donc l'idée, ce serait de passer de l'image d'une double page ou d'une page directement au contenu textuel. Donc ça, c'était le travail de mon prédécesseur au labo de Rouen, qui a travaillé une architecture qui passait donc d'une page. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez reprendre parce que ça a coupé? Ok, pas de Donc je veux bien que vous repreniez le DAN en fait. Ok. Donc le DAN, c'est une architecture qui part d'une image de page ou de double page et qui va prédire le contenu textuel, mais également la structure du document. Ces structures du document, comment est-ce qu'on fait ça en une seule étape? Eh bien, on a un modèle qui va prédire des caractères, mais qui va aussi prédire des symboles spéciaux qui encodent cette structure.
Et donc, par exemple, ce qu'on a à droite, c'est un document structuré. Donc là, on a représenté ça avec des balises de couleurs, mais en réalité, ce serait, par exemple, un seul symbole qui va dire début document, un seul symbole qui va dire début de la page, etc. Ici, on est sur des documents avec une structure, pardon, avec une structure type livret. On va avoir des éléments dans la marge, on va avoir du texte principal, etc. Et donc, pour chaque type de bloc de texte, on va avoir des symboles qui encodent l'information. Donc ça, c'était en ce qui concernait la fusion des deux premières étapes, donc reconnaissance de la mise en page et reconnaissance d'écriture. Mais il y a d'autres travaux qui ont cherché, eux, à fusionner reconnaissance de texte et extraction d'informations, donc passer d'une image de ligne à une information structurée. Des travaux qui ont été faits par une doctorante de Rennes, d'ailleurs. Donc par exemple, là, j'ai mis une illustration sur des actes de mariage en catalan. On va prendre en entrée une image de ligne de cet acte de mariage en catalan et on va en extraire donc le texte ainsi que des symboles spéciaux qu'on a représentés en couleur. Donc, par exemple, là, ce que ça veut dire occupation WS, c'est-à-dire le métier du père de la mariée. Et donc, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on va chercher un peu à classifier un peu chaque mot et que non seulement on va chercher bon, ça peut être intéressant, mais on peut être un peu limité. Alors que savoir que la mariée, elle a tel métier, que son père, il a tel métier, etc., là, c'est déjà plus intéressant. Donc, on a un peu deux niveaux d'information, la catégorie de l'information et la personne concernée. Donc, autre approche. Donc, on voit que on a utilisé précédemment des symboles spéciaux pour reconnaître la structure. Là, on utilise un peu la même stratégie, donc des symboles spéciaux pour les entités nommées. En fait, c'est parce qu'on est sur des modèles qui peuvent prédire un peu des choses arbitraires. Donc, on peut prédire du contenu, mais si on choisit des symboles spéciaux qui encodent euh, plein de caractéristiques différentes du document, le modèle va être capable de l'apprendre tant que ça suit une logique qu'on peut retrouver à partir de l'image. Donc, nous, ce qu'on a cherché à faire, c'est faire du tout en un. Donc, avoir l'image de la page et avoir l'information structurée directement. On a utilisé comme base donc, le DAN qui faisait image de page vers texte et structure. Et donc, on a cherché à augmenter ça pour avoir en plus une information structurée. Donc ça, c'est un autre détail important. Ce n'est pas forcément un détail très technique, mais c'est bon à garder en tête. Bon, globalement, ce que je répète depuis le début de la présentation, c'est qu'il faut beaucoup de données, qu'on n'a jamais assez de données, que ça prend. Une manière de faire, c'est d'utiliser des données synthétiques, parce que les modèles d'aujourd'hui sont tellement de plus en plus grands, on ne peut pas suivre, enfin en tout cas, un laboratoire comme l'Université de Rouen, on ne peut pas suivre le besoin de notation. On n'a pas les mêmes moyens que des GAFAM comme Google et Facebook, etc. Donc, une des manières de faire, c'est d'utiliser des données synthétiques. Donc, qu'est-ce qu'on appelle des données synthétiques? Ça va être, on cherche à mimiquer, à imiter un document. Donc, évidemment, on peut clairement le distinguer d'un document réel, mais ce n'est pas forcément très grave, parce que ce qu'on va chercher à apprendre, c'est la structure du document. Si, par exemple, je travaille sur des actes de mariage, je vais faire des documents synthétiques qui vont chercher à reproduire la structure d'un acte de mariage, à savoir des éléments dans la marge, des éléments dans le texte principal, on a plusieurs paragraphes par page, etc. Et donc pour cela, on utilise des polices d'écriture synthétique. Donc là, c'est purement de la programmation. Ça va être, je veux que le texte il puisse être situé entre telle partie et telle partie de l'image. On va chercher du texte aléatoire pour varier le contenu, etc. Et donc ça, c'est utilisé pour entraîner le modèle. Et donc on a une méthode étape par étape pour l'apprentissage. On ne commence pas à montrer directement des images de pages complètes à l'IA. On va commencer petit à petit. On va commencer par des images de lignes simples, par exemple ce qu'on a à droite tout en haut. Ensuite, on va travailler sur des documents avec un peu des éléments dans la marge et des éléments intérieurs. Et enfin, on va aller de plus en plus vers des documents de plus en plus grands jusqu'à avoir des documents qui soient complets. Donc là, ces premières étapes, elles étaient uniquement sur les documents synthétiques. Et enfin, on va avoir une étape de spécialisation sur les données réelles, puisque malgré tout, même si ça ressemble en termes de structure, c'est évidemment pas suffisant pour apprendre. Donc on est obligé tout de même d'avoir des documents réels, en toute fin, pour en nécessiter le moins possible. Donc rebelote, on a besoin d'annotations pour les actes de mariage. D'ailleurs, j'ai travaillé sur des actes de mariage qui sont manuscrits et aussi imprimés en fonction de l'époque. Et donc, lorsque vous voulez utiliser un tel modèle sur vos données, eh bien, il faut vous demander comment j'encode la structure du document. Ça, c'est un choix que vous devez faire. Donc, nous, on s'est intéressé aux
de mariage. Donc, on a réfléchi à quelle est la structure d'un acte de mariage. Donc, on a vu qu'il y avait dans la marge, au début de chaque acte, le nom des mariés, donc qui constituait un bloc de texte. Ensuite, on a l'acte de leur mariage en lui-même, qui est le texte principal, ici. Et enfin, on a zéro, une ou plusieurs annotations marginales qui peuvent apparaître donc, sous le nom des mariés. Ça va être par exemple une mention qui indique qu'après le mariage, il y a eu un divorce, ou bien qu'il y a eu un oubli dans l'acte qui va servir à corriger l'oubli, etc. Et donc, nous, on a déterminé les trois types de blocs qu'on va chercher à reconnaître. Donc, ça, c'est pas obligatoire, mais tout dépend ce que vous voulez en faire. Nous, par exemple, c'était important de déduire que le texte était dans la marge ou pas, parce que selon s'il était dans la marge, forcément la même information que dans le texte principal. Et donc ça, on a cherché à le faire reconnaître par notre modèle. Et pour chercher à le faire reconnaître, il faut avoir des symboles dédiés. Donc à gauche, on a du coup euh, un exemple d'annotation, avec cette fois les symboles spéciaux qui apparaissent. On a le symbole D qui indique un acte de mariage, c'est-à-dire un ensemble constitué de le nom des mariés, puis le texte principal, et enfin des annotations marginales. Et donc en représentant l'information de cette façon, on va la donner directement à la machine. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire à la machine que le texte dans la marge est situé à tel endroit physiquement dans l'image. On va simplement lui dire qu'il doit prédire ce texte avec ces symboles spéciaux qui encodent la structure. Donc ça, c'est un des avantages de ces méthodes-là, c'est que ça évite de devoir passer du temps à dessiner des rectangles qui délimitent chaque zone de texte. En fait, le modèle n'en a pas forcément besoin. Il peut se débrouiller tout seul et retrouver dans l'image où sont les différentes informations. Donc ça, c'était en ce qui concernait la structure du document. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est également de l'extraction d'informations. Donc on est sur un corpus, donc les actes de mariage du département de la Seine, qui sont très riches en informations, puisqu'on a au total 128 catégories d'informations. Ce qui peut être assez compliqué à noter, parce que si on doit à chaque fois choisir dans un menu déroulant 128 catégories, ça peut être un peu compliqué. Nous, ce dont on s'est rendu compte dans le projet, c'est que annoter pour l'extraction d'informations, c'était nettement plus chronophage que recopier du texte, parce qu'il fallait déjà recopier le texte en entier, et ensuite il fallait déterminer pour chaque mot la nature, ce qui n'est pas forcément évident, même pour des actes de mariage. Donc ce qu'on a cherché à faire pour simplifier tout ça, c'est hiérarchiser ces 128 catégories d'informations. En fin de compte, on a des informations du type prénom du père du mari, et on se rend rapidement compte qu'on peut l'hiérarchiser en prénom, père et mari. Et donc, on obtient 23 sous-catégories d'informations que j'ai représentées dans le tableau ici. Alors, j'ai mis des emojis. Pourquoi? Parce que, là encore, il va falloir choisir des symboles spéciaux pour représenter l'information. Évidemment, j'ai pris des emojis parce que c'est assez visuel, mais pour la machine, ça n'a pas d'importance. J'aurais pu choisir n'importe quel autre symbole. Et donc, on voit à travers cette hiérarchie qu'il y a certaines sous-catégories d'informations qui désignent la personne concernée, que ce soit le témoin, la mère, l'épouse, etc. Et on a d'autres catégories d'informations qui sont de l'information, comme un lieu de naissance, une profession. Ici, on retrouve un peu ce qu'on avait obtenu, ce qu'on avait vu sur les actes de mariage catalans, mais avec un degré de complexité nettement supérieur, puisqu'on a au total 128 informations. Donc, une fois qu'on a décidé un peu comment hiérarchiser l'information, il faut tout de même la donner à la machine. Et encore une fois, la machine, elle apprend. Enfin, déjà, pardon, j'ai été un peu trop vite, il faut déjà annoter les données, parce qu'on a choisi comment représenter les entités nommées, sauf que derrière, il faut les annoter. Donc, nous, on a développé un outil en interne, donc on a déjà utilisé pour les annotations de reconnaissance d'écriture, mais on l'a évolué pour annoter les entités nommées, et en particulier les entités nommées représentées sous la forme d'une hiérarchie. Là, par exemple, on a un trait vert qui désigne le fait que l'information elle est liée à de l'administratif, et on a d'autres traits de couleur qui représentent le fait qu'on a le jour de la date du mariage, le mois, etc. Et donc, on va annoter via ces traits de couleur les différents niveaux d'information. Et lorsqu'on les combine, par exemple, on prend Arsène Eugène, qui sont les deux prénoms du père du mari, et ben on a le trait vert pour Marie, pour le fait que ce soit le mari, le trait jaune pour dire que c'est le père, et le trait bleu pour dire que c'est le prénom. Et donc, si on choisit un emoji pour chaque catégorie d'information, on peut obtenir dans le texte à la fois le contenu textuel avec les caractères classiques, la mise en page avec les symboles dont on a parlé tout à l'heure qui encodent les annotations marginales, le texte principal, etc. Et enfin, on a ces fameux emojis qui vont encoder les informations clés. Donc là, c'est très dense, on a du mal un petit peu à voir, mais donc ici, on a décidé de mettre les emojis après chaque mot concerné, c'est pour ça que c'est assez verbeux. Par exemple, pour 1800, pour 1930, eh ben, on a des symboles après 1000, après 9, etc. Donc ça, c'est une manière de représenter l'information, mais on peut se poser la question de est-ce qu'on ne pourrait pas avoir d'autres méthodes? Et donc c'est ce qu'on a fait, on a testé de mettre les emojis avant chaque concerné,
puis après, enfin, ou bien après chaque mot concerné. Donc là, on avait seulement des balises indépendantes, mais on s'est dit pourquoi ne pas faire comme l'HTML ou du XML avec des balises ouvrantes et fermantes qui indiqueraient là, je vais commencer à parler d'un prénom, puis là, j'ai terminé de parler d'un prénom, etc. Ce qui a l'avantage que, par exemple, pour 1930, on n'aura pas besoin de mettre un symbole après chaque mot, donc c'est une manière un peu moins verbeuse. Et enfin, on a une méthode qui n'utilise pas de balises ouvrantes et fermantes, mais qui n'utilise pas la hiérarchie des emojis qu'on a établie avant. C'est-à-dire que nous, on a fait une hiérarchie pour diminuer le nombre de symboles, on passe de 128 à 23. Mais on a cherché à voir si on ne pouvait pas utiliser, si pour le modèle, ça lui convenait d'utiliser 128 symboles, mais d'avoir moins de symboles à prédire. Par exemple, pour prénom du père du mari, au lieu de prédire 3 symboles pour prénom, père et mari, eh ben, il va prédire un symbole qui encode toute cette information en un seul symbole. Donc, on a expérimenté ces différents encodages. Et donc, ce qui se dégage de tout ça, je ne vais pas rentrer dans le détail du tableau, mais c'est que finalement, les balises ouvrantes et fermantes, c'était une mauvaise idée, parce que finalement, si on oublie de fermer les balises fermantes, et qu'on, par exemple, parle du prénom, qu'on ouvre la balise prénom et qu'on ne ferme jamais la balise prénom, enfin, qu'on oublie de fermer la balise prénom, eh bien, l'ensemble du reste de l'acte de mariage sera indiqué comme étant un prénom. Donc, on a ce qui fait qu'on a beaucoup d'erreurs, donc c'est finalement une mauvaise idée, donc on se contente d'utiliser des balises uniques. Et finalement, l'IA, elle préfère avoir 128 symboles à retenir, mais moins de symboles à prédire à chaque fois. Donc finalement, la hiérarchie qui était nommée ne s'est pas avérée bénéfique. Donc finalement, on utilise un symbole qui encode directement prénom du père du mari. Donc ça, c'est pareil, c'est le genre de choses qu'il est important de garder en tête lorsqu'on fait l'extraction d'informations, c'est comment on représente l'information. Euh, on peut avoir une représentation qui paraît plus claire pour un humain, et ce n'est pas forcément la représentation qui sera la plus efficace pour la machine. Donc, une petite vidéo de démonstration pour que vous voyez un peu plus clairement de quoi il s'agit. Donc là, ce qu'on a à gauche, c'est l'image d'un document. À droite, on va avoir la prédiction qui va se remplir petit à petit. Et donc, ce qu'on peut voir, si on zoome un peu sur l'image, on va voir un carré rouge qui va suivre le texte et qui va correspondre à l'attention que porte le modèle dans l'image. En fin de compte, cette attention, elle est un peu similaire au regard humain qui va suivre le texte. Et bien là, c'est pareil avec la machine, elle va suivre le texte et prédire au fur et à mesure le contenu. Et donc, elle a appris à lire comme un humain, mais plutôt comme on lui a appris à faire, c'est-à-dire de haut en bas, de gauche à droite, lire d'abord la marge, puis le texte principal, etc. Et si on zoome sur le bas de l'image, on voit cette fois les prédictions, les 100 dernières prédictions du modèle. Et ce qu'on voit, c'est cette fois l'attention qui est portée aux propres prédictions du modèle. Par exemple, s'il a commencé à prédire le 4 décembre, eh ben, il sait que probablement il va y avoir une année derrière parce qu'il s'agit d'une date. Et ça, on est capable de le visualiser à travers cette vidéo. Et donc, c'est intéressant parce que ça permet, nous, de mieux comprendre ce qui se passe derrière ce qui est fait par la machine, mais ça peut permettre de comprendre un peu mieux les erreurs de la machine et de les corriger. Et donc, c'est quelque chose qu'on peut faire avec tous les modèles d'aujourd'hui. Et donc, c'est très utile à la fois pour la pédagogie et à la fois nous, en interne, pour améliorer les performances. Donc, avec cette méthode, on était les premiers à faire du tout en un, c'est-à-dire prendre l'image de la page en entrée et sortir l'information qui est structurée. Donc là, elle est représentée sous forme d'emoji, mais bien évidemment, en post-processing, on obtient un tableur ou une base de données. On a également mis à disposition de la communauté les données annotées, donc ce qui peut servir. Et en termes d'avancement, on est sur un projet qui est plus récent. Donc au niveau informatique, j'ai un collègue qui travaille actuellement sur la mise en production, c'est-à-dire moi j'ai développé les méthodes scientifiques et donc lui, en tant qu'ingénieur, il est en train de les déployer sur l'entièreté du corpus. Là, OK. On a 50 minutes. Comme on a encore pas mal de temps, a priori, on ne sera pas en retard. Donc je vais vous parler maintenant des derniers travaux de ma thèse qui sont les plus récents. Donc, on a fait quelques constats. Les méthodes qui font du tout en un sans étape intermédiaire, c'est très bien, parce qu'on évite tous les problèmes des approches en plusieurs étapes. Mais il y a un avantage qu'ont les approches en plusieurs étapes. Que vous avez évidemment entendu parler des grands modèles de langue, mais avant les grands modèles de langue, il y avait les modèles de langue classiques donc les modèles de langue, c'est on prend un entrée du texte et on va effectuer différentes tâches. Et donc les modèles de cette époque, ça pouvait faire des tâches comme résumer un texte, extraire les informations clés dans du texte, comme moi je le fais dans l'image avec les actes de mariage, etc. Et l'intérêt qu'avaient les approches en plusieurs étapes, c'est qu'elles pouvaient prendre sur l'étagère un modèle de langue entraîné
sur une tâche donnée qui est mise à disposition de la communauté et elles pouvaient l'appliquer directement sur leurs données. Modulo, éventuellement une spécialisation, mais ça, c'est quelque chose que nous, on ne pouvait pas faire pour nos approches tout en un, parce que comme on est sur du tout en un, on n'a pas possibilité de brancher comme ça ce modèle de langue. Donc ça, c'était un inconvénient. Et là où ça peut être un problème, c'est sur des tâches qu'on appelle l'extraction d'informations généralistes, c'est-à-dire que là, je vous ai parlé d'actes de mariage, donc on est sur un modèle qui est spécialisé sur les actes de mariage, donc il a compris qu'un acte de mariage, c'était d'abord parler de l'époux, puis de ses parents, puis de la mariée, etc. Ça, il est capable de le faire en assez peu de données. Mais quand on fait de l'extraction d'informations généralistes, a priori sur le contenu du texte. Ça peut être un poème, comme ça peut être un article de loi, etc. Et donc, c'est assez difficile pour l'IA d'extraire les informations. Et en fait, comment ça peut fonctionner? Eh bien, ça fonctionne si l'IA a une connaissance générique de la langue. Donc, elle comprend la langue, donc elle sait ce que c'est. Par exemple, on a un exemple en bas. Elle sait ce que c'est qu'une personne, elle sait ce que c'est qu'une date, une organisation. Et ça nécessite une connaissance assez pointue de la langue. Et ça, on est assez peu en mesure de le faire avec les approches qu'on faisait jusqu'alors, parce qu'on n'avait pas de modèle de langue externe. Et enfin, euh, un des problèmes des méthodes tout en un, c'est qu'on prédit de manière séquentielle. C'est-à-dire que là, on a vu dans la vidéo, le modèle va prédire d'abord la marge, puis il va prédire l'entièreté du texte, caractère par caractère. Et ça, pour des grands documents comme ceux sur lesquels j'ai travaillé, ça peut être très long, parce qu'on peut avoir des pages où il y a 4000 caractères. Même si ça prédit très vite, on peut être à plusieurs secondes par image. Ça paraît pas beaucoup, mais quand on a 300 000 pages à faire, ça devient tout de suite très long. Et donc ça peut être un inconvénient de ces méthodes-là. Et c'est donc avec à partir de ces constats qu'on a cherché à faire, à faire des recherches dans les dernières contributions que j'ai faites. Et donc là, donc, sans entrer dans les détails techniques, je vais vous parler un peu de ce qui se faisait, pas pour les documents manuscrits, mais pour ce qu'on appelle compréhension de documents. Ça regroupe les différentes tâches qui, comme le nom l'indique, cherchent à mieux comprendre le contenu d'un document, notamment des documents imprimés comme des factures. Ça peut être le fait de répondre à des questions sur un document, le fait d'extraire la structure du document, etc. Et donc, là-dessus, il y avait beaucoup plus de choses proposées parce que les documents imprimés intéressent en général plus de monde que les documents manuscrits. Et donc, au tout début, comment on faisait de la compréhension de documents? Eh ben, on avait un OCR, donc, vous savez ce que c'est un OCR, c'est le logiciel classique qui extrait le contenu d'un document. On prenait le contenu textuel et on appliquait des tâches langagières pour soit résumer le texte, soit extraire le contenu. Mais lorsqu'on fait ça, on passe à côté d'une partie de la sémantique du document parce que un mot dans un texte n'aura pas forcément le même sens dans l'endroit où il est placé. Et un des inconvénients de ces méthodes-là, c'est qu'on avait un logiciel OCR externe. Et les OCR, on n'a pas forcément la main dessus pour les modifier. Et également, vu qu'on a une étape dédiée, eh bien, on se retrouve avec les mêmes inconvénients que les approches en plusieurs étapes, etc., qui s'accumulent, etc. Il y a plusieurs modèles à spécialiser. Et donc, il y a eu des approches qui ont fait du tout en un, c'est avoir cette connaissance de la langue dont je parlais précédemment. Et on réussit à avoir un modèle qui prenne en entrée le document dans ce schéma, c'est qu'on a quelque chose qui commence un peu à ressembler à des grands modèles de langue, c'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'on dit au modèle, il ne va pas forcément faire la même chose. On peut lui dire classification pour classifier le document, on peut lui poser une question pour qu'il réponde sur le contenu du document, ou bien on peut lui dire parsing pour extraire le contenu du document. On est sur un modèle qui fait un peu du multitâche. Et donc nous, on est arrivé dans ce contexte-là en souhaitant faire du tout en un, mais ce qu'on aimerait, c'est on aimerait intégrer les connaissances d'un grand modèle de langue, puisqu'on a vu que c'était ça qui manquait, vraiment faire certaines tâches d'extraction d'informations. Et donc c'est l'enjeu de mes derniers travaux, c'était comment on fait un modèle de reconnaissance, d'écriture, de mise en page et d'extraction d'informations qui, en plus, est un modèle de langue à l'intérieur. Et donc ça, c'est pas évident parce que un modèle de langue, même si on est très, très loin de la taille des modèles type ChatGPT, c'était quand même des modèles qui étaient assez gros. Et donc, autre élément à retenir lorsqu'on fait de l'intelligence artificielle, c'est que le modèle est grand, plus il y a besoin de données. Et donc ça, c'est le problème, puisque comme on l'a vu plusieurs fois avant, eh bien c'est toujours ça qui coince, c'est les données à noter. Et donc, c'était tout l'enjeu de mes travaux, c'était comment on fait fonctionner ce modèle-là, qui est plus grand, tout en ne nécessitant pas plus de données. Donc pour cela, je me suis intéressé à différents jeux de données qui sont disponibles publiquement, parce que ce qu'on souhaitait faire, c'était avoir un modèle qui ne soit plus un modèle spécialisé pour les actes de mariage, on voulait un modèle qui puisse reconnaître
un peu tous les documents, donc évidemment peut-être pas tous les types de documents, mais qu'ils soient relativement génériques, afin que on puisse le spécialiser bien plus facilement sur des données sur lesquelles on souhaiterait travailler. Donc j'ai utilisé des documents en différentes langues, donc on a des documents en anglais, en français, en allemand. Également, on avait différents types de documents. On avait des courriers, on avait du texte générique, des actes de mariage, tels que ceux que j'ai travaillé, que j'ai utilisés auparavant. Et également, on avait différentes tâches d'extraction d'informations, parce que là, on avait un modèle spécialisé en actes de mariage, mais on aimerait un modèle qui comprenne vraiment la langue. Donc, on voulait lui faire de l'extraction d'informations d'actes de mariage, mais aussi de l'extraction d'informations plus généralistes, euh, le tout simultanément, pour avoir un modèle un peu polyvalent. Et donc, quand je parle d'extraction d'informations généralistes, je vous ai mis quelques exemples. Donc, ça va être des choses très génériques, quoi. Une langue, un lieu, une devise monétaire, une quantité, etc. Et donc, pour ce faire, on a comparé différentes stratégies. En fin de compte, lorsqu'on fait de l'IA, bien souvent, eh bien, on annote des données pour un type de document particulier et on va spécialiser le modèle dessus. On ne va pas chercher à avoir d'autres types de documents puisque ce n'est pas ce qui nous intéresse. Eh bien, nous, on a cherché à remettre en question euh, cette croyance, si on peut dire, et donc on a montré aux documents différentes natures de documents, même si ce n'étaient pas ceux qu'on souhaitait traiter à la fin. Si par exemple on veut traiter des actes de mariage, eh ben, on lui a quand même montré des courriers en français, des documents communaux en ancien allemand, etc. Donc on a testé différentes stratégies. Euh, on a différentes phases dans l'entraînement. Comme je disais, on a utilisé d'abord des données synthétiques, ce qu'on appelle le pré-entraînement. Et dans un second temps, on spécialise sur les données réelles. Eh bien, on a testé de faire du pré-entraînement sur plusieurs types de données, ou bien sur un seul type de données. Et de même pour la spécialisation, on a essayé d'avoir un seul type de données, ou bien plusieurs types de données. Donc, par exemple, quelques illustrations. On avait des courriers manuscrits avec l'équivalent en synthétique, avec des polices d'écriture synthétique. On a cherché à reproduire la structure d'un courrier. Ensuite, également des documents en ancien allemand. Donc là, en l'occurrence, les documents synthétiques ressemblent beaucoup moins, mais ce n'est pas forcément gênant parce que l'important, c'est de reproduire la structure. Alors, le texte générique en anglais. Et enfin, les actes de mariage que vous avez déjà vus, sur lesquels j'ai déjà travaillé auparavant. Donc, nouvelle démonstration. Ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que le modèle qu'on a vu juste avant, il prédisait des caractères. Et les caractères, si on a 4000 caractères, eh bien, on a 4000 prédictions successives à faire. Mais les modèles de langue, y compris les grands modèles de langue comme ChatGPT, ils prédisent pas des caractères, ils prédisent ce qu'on appelle des parties de mots. Et les parties de mots, on peut voir ça un peu comme soit c'est des mots assez courts et auquel cas la partie de mots, ça va être le mot entier, soit on est sur des mots assez longs composés et auquel cas la partie de mots, ça va être par exemple le préfixe, le radical et le suffixe. On va avoir 3 parties de mots pour un mot. Et donc l'intérêt de tout ça, c'est que euh, travailler sur des parties de mots plutôt que des caractères, c'est plus compliqué parce que notre modèle, au lieu de reconnaître 100 caractères, il doit reconnaître par exemple 50 000 parties de mots. Donc c'est plus compliqué. Mais par contre, en fait, c'est plus facile pour une IA d'apporter de la sémantique derrière le mot, je sais pas, moi, chaussure, plutôt que derrière la lettre C. La lettre C, ça peut avoir un sens complètement différent en fonction du mot dans lequel c'est, tandis que le mot chaussure, on a déjà une meilleure idée de ce dont on parle. Donc, nouvelle démonstration qui est similaire au modèle précédent, sauf que cette fois, ce qui est intéressant de noter, c'est surtout qu'on travaille sur des parties de mots. Donc, au lieu d'avoir des petits carrés rouges qui suivent les caractères individuellement, on va avoir plusieurs carrés rouges qui vont suivre environ 2, 3, 4 caractères, puisque le modèle il va porter son attention sur plusieurs lettres à la fois afin de prédire la partie de mots. Idem, dans les prédictions, il va porter son attention sur les derniers mots qu'il a prédits, plutôt que de porter son attention sur les derniers caractères qu'il a prédits. Et donc, en termes de résultats, ce qu'on a découvert, c'est que finalement, c'est pour un gros modèle tel que ceux qui intègrent des modèles de langue à l'intérieur, eh bien, en fait, c'est plus intéressant de lui montrer plein de documents de différentes natures, en différentes langues, de différentes époques, plutôt que de lui montrer uniquement ce qui va ce qui va être utilisé en conditions réelles. Et donc ça, c'est vrai pour le pré-entraînement. Donc, il faut lui montrer des données synthétiques de différentes natures, mais c'est aussi vrai pour les données réelles. Par exemple, il y a 2 cas d'usage. Soit on est sur des données qui sont historiques avec un faible nombre de données annotées. Dans ces cas-là, c'est intéressant de montrer au modèle différents types de documents différents, même s'il ne les verra pas à la fin.
et ensuite, dans un second temps, de le spécialiser sur les données qu'il verra vraiment. Et si on est sur des données qui sont plutôt modernes, sur des volumes un peu plus grands, donc on est plutôt sur quelques milliers, voire une dizaine de milliers de pages, et bien là, ça ne donne pas grand-chose de s'embêter à lui montrer d'autres données réelles. On peut tenter de lui montrer uniquement les données réelles qu'il verra. Les conclusions intéressantes qu'on a pu voir. Donc l'architecture qu'on a développée, elle a des résultats qui sont plutôt intéressants en connaissance d'écriture. On a des très bons résultats également en extraction d'informations, puisqu'en fait on intègre un modèle de langue, et donc on bénéficie de cette connaissance, ce qui est très utile pour les tâches langagières type extraction d'informations. Mais un autre paramètre à prendre en compte, ce qui est souvent laissé de côté dans les publications, mais ce qui est très important en conditions réelles, c'est la vitesse de prédiction. Parce que si on a une très bonne prédiction, très bonne vitesse de prédiction, et ben pour un volume donné de documents, et ben ça va nécessiter moins de temps, donc moins d'argent à louer des machines et moins de logistique aussi, parce que ça va nécessiter moins de temps pour traiter un corpus entier, par exemple. Donc là, ce que j'ai mis dans les tableaux, c'est les secondes par image. On avait des architectures qui prenaient environ 3, 4, 5 secondes par image. Et bien ici, pour ces mêmes images, on est à moins d'une seconde. Donc on est à un ratio de 5, voire 6, ce qui est non négligeable. Et le cas extrême, c'est que pour les actes de mariage, comme je disais, on avait des documents très longs. Donc ça pouvait prendre jusqu'à 15 secondes par image. Donc je vous laisse imaginer le temps que ça prendrait pour traiter 100 000 actes de mariage. Et bien là, on passe à 2,6 secondes, ce qui est encore beaucoup, mais ce qui est nettement plus raisonnable et ce qui nécessite beaucoup moins de temps. Donc, par exemple, au lieu de pour traiter les 150 000 pages, je crois qu'il aurait fallu 31 jours en utilisant l'architecture Dan, qui est une architecture ancienne, et avec le Daniel, ça prendrait plutôt 5-6 jours. Et donc ça, c'est vrai à la fois pour la reconnaissance d'écriture et pour l'extraction d'informations. Donc, avec cette nouvelle architecture, on a intégré des connaissances d'un grand modèle de langue, ce qui permet d'allier l'avantage d'avoir un modèle de langue dédié et les avantages d'avoir une approche tout en un sans étape intermédiaire. Donc, comme je vous ai dit, c'est préférable d'utiliser différents jeux de données, même ceux qui ne sont pas utilisés en conditions réelles. On a obtenu des bons résultats. Et donc, on a une architecture qui est à la fois performante et rapide. Donc, pour conclure sur l'ensemble de ma présentation, là, ce que je vous ai montré à travers mes travaux de thèse, c'est finalement l'évolution des méthodes d'extraction d'informations de ces 3-4 dernières années. Donc, auparavant, on avait des approches en plusieurs étapes qui nécessitaient des modèles dédiés, des annotations dédiées, etc. On est évolué des méthodes nécessitant de moins en moins d'étapes intermédiaires jusqu'à arriver sur du tout en un. Et surtout, on a dépassé les modèles spécialisés sur un type de document pour aller vers des modèles alors génériques, pas encore génériques pour n'importe quel type de document, mais qui s'en rapprochent, qui sont beaucoup plus polyvalents et qui bénéficient des grands modèles de langue pour les tâches notamment langagières type extraction d'informations. Et donc, ce qui est intéressant à travers mes travaux, c'est que j'ai travaillé sur 2 projets en conditions réelles. Donc, le projet POP pour les tableaux de recensement, qui est bientôt terminé, et le projet ExoPop qui est toujours en cours. Et donc, ce qui peut vous intéresser, c'est que le code du Daniel sera enfin mis à disposition. On est en attente d'une mission de l'université pour, en ce qui concerne le droit d'auteur. Donc, ça aura lieu à la fin du mois. Donc, a priori, au mois de mars, ce sera disponible. Donc, je vous ai un peu assommé avec plein d'informations, mais s'il fallait retenir quelques points, je ne sais pas si certains d'entre vous veulent utiliser l'IA, mais j'imagine que oui. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait si on veut faire de l'IA du document? Donc déjà, dans un premier temps, avec les approches tout en un, donc sans étape intermédiaire, il faut définir comment on représente la structure du document, donc notamment quels symboles définir, et comment on représente les informations clés du corpus. Là, ce que je vous ai expliqué, c'est que finalement, c'était mieux d'avoir un symbole par information et de les prédire après chaque mot. Donc ça, par exemple, c'est un bon réflexe à garder en tête, c'est une bonne pratique à avoir en tête lorsqu'on fait le choix. Une fois qu'on a choisi comment représenter l'information, eh bien, il faut faire les annotations. Annotations en reconnaissance d'écriture, en entité nommée en fonction de ce que vous voulez faire. Donc ça, c'est indispensable, malheureusement. Pour le moment, on ne peut pas encore se passer de notation. Et éventuellement, alors ce qui peut prendre un petit peu de temps et qui nécessite des connaissances informatiques, c'est construire des données synthétiques pour imiter les données réelles. Ça peut diminuer le besoin en annotation. Par exemple, si vous avez des cas particuliers qui sont trop rares pour être vraiment appris sur le volume de données que vous avez annoté, eh ben, c'est bien pratique d'avoir des données synthétiques qui ne représentent, enfin, qui se rapprochent pas forcément beaucoup en termes d'apparence du document, mais qui reproduit ce cas particulier. Donc ça peut être une solution à garder en tête. La première solution, c'est de s'en passer, et en fonction des premiers résultats,
de décider ou non si on a besoin de définir des données synthétiques. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va entraîner donc le modèle de reconnaissance. Mais donc, ce n'est pas encore terminé une fois qu'on a fait ça, parce que si on est sur un vrai projet, comme je l'ai dit, il faut rassembler des dictionnaires de valeurs, comme des dictionnaires de prénoms, de professions, etc., définir des règles logiques qui permettent de dire si un contenu est correct ou bien de définir une correction. Et donc ensuite, il y a tout un processus qui, dans mon cas, a été fait par les chercheurs en sciences humaines, qui est de détecter les erreurs récurrentes, définir des règles de correction automatique, appliquer ces règles de correction, voir s'il y a d'autres erreurs, etc. Ça prend du temps. C'est pas compliqué techniquement, mais c'est indispensable pour avoir vraiment un niveau de reconnaissance qui soit vraiment pas parfait, mais proche de la perfection et qui soit exploitable sous forme de base de données. Et également, autres étapes à ne pas oublier, c'est faire du post-processing. C'est-à-dire, là, on a extrait le contenu de document, mais nous, ce qu'on veut, c'est une base de données, on veut que tout soit normalisé, etc. Donc ça c'est une étape indispensable. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop assommé avec tout ça. Et donc maintenant, on a pas mal de temps maintenant pour échanger, poser des questions sur ce que j'ai présenté.